Alors, l'État met en place donc des plans de plans de prévention des risques, des PPR ou des plans de prévention des risques littoraux comme sur l'île de Ré, comme on vient de le voir. Donc ça, c'est évidemment dans le but d'éviter que le risque lorsqu'il se réalise, ait de lourdes conséquences, hein, et provoque une catastrophe, hein. C'est pour ça que, par exemple, on interdit les constructions dans les zones inondables. Malgré tout, parfois, les catastrophes se produisent et donc l'État, en complément de ces plans, de prévention des risques, met en place, une organisation qui s'appelle, ou met en place des plans, notamment, des plans qui s'appellent des plans ORSEC. Donc ORSEC, c'est un acronyme, hein, qui signifie en fait Organisation de la réponse de la sécurité civile. Donc ici, vous avez une sorte de petit schéma qui vous explique ce que permet ce plan, hein. Donc ce plan, il permet de faire face à tout type d'urgence, qu'elle soit prévisible ou non, à partir du moment où effectivement elles vont dépasser le cadre d'une commune et qu'elles vont par exemple toucher un canton, une partie d'un département. Donc l'objectif c'est de protéger les populations, donc la vulnérabilité humaine, mais aussi les biens, donc la vulnérabilité économique, hein, et l'environnement en situation d'urgence. Donc ce qui est intéressant pardon, c'est que ce plan Orsec, il permet une sorte de coordination entre les différents secours. Donc vous avez dans les secours, vous le savez, vous avez les pompiers, mais vous avez le SAMU, mais il y a toujours aussi les forces de l'ordre qui vont intervenir, et tous les acteurs en fait qui vont être impliqués dans ces opérations. Et ça permet une coordination entre les moyens à la fois publics, donc les moyens de l'État, les moyens des collectivités locales, hein, départements, régions, municipalités, et ça permet également une coordination des moyens privés, hein, par exemple les cliniques. On l'a vu, hein, dans le cadre de la lutte contre la Covid, eh bien les cliniques, ce sont des acteurs privés qui également doivent être euh, pris en compte dans l'organisation de ces plans parce que ce sont des acteurs qui vont aussi intervenir si, par exemple, il y a beaucoup trop de blessés. Donc, les moyens publics et privés, pour résumer, hein, c'est l'État, les collectivités, les opérateurs de réseau, les associations de sécurité civile, donc tous ces acteurs qui sont susceptibles d'être mis en œuvre. Le plan Orsec, il est sous la direction unique du préfet, hein. Donc le préfet, c'est celui qui représente l'État dans le département, hein. Donc vous le savez, hein, personnage qui a été créé sous Bonaparte, hein. Et si l'événement a lieu à une plus grande échelle, hein, ce qui arrive quand même très rarement, hein, c'est-à-dire que ça dépasse le cadre d'un département, le plan peut être à déployer au niveau maritime et zonal. Donc ça regrouperait plusieurs régions. Et donc dans ce cas-là, ça sera coordonné par ce qu'on appelle un préfet de zone. Le préfet de département, comme il vous a indiqué, en reste directeur des opérations. Donc, l'objectif, hein, de ces plans, évidemment, c'est en cas de catastrophe de sauver le maximum de population. Alors, ces mesures s'inscrivent dans un cadre plus global, car, ben, comme je vous l'avais dit, hein, le changement climatique et ses conséquences, eh bien, se font à l'échelle mondiale. Donc, la France, comme beaucoup de pays dans le monde, participe à des accords internationaux, hein. Par exemple, la France adhère à la Convention internationale des sites Ramsar, hein. Ramsar, c'est le nom d'une ville en Iran où avait été signée cette convention dans les années 70 et qui protège les zones humides d'importance internationale. Donc, vous avez ici ce logo, hein, qui est l'association Ramsar France pour les zones humides. Alors, l'une des zones humides les plus célèbres en France, eh bien, c'est la Camargue, hein, le delta du Rhône. Mais vous pouvez trouver également la baie de Somme, par exemple, ici. Vous pouvez trouver également des zones ici, hein, comme par exemple le golfe du Morbihan, hein, en Bretagne, les marais salants de Guérande. Et puis vous trouvez également des sites Ramsar, hein, que ce soit à Saint-Martin, dans notre étude de cas, en Guadeloupe, dans les TAF, hein, les terres australes antarctiques françaises comme les îles Crozet ou les Kerguelen. Donc un certain nombre de sites, de zones humides extrêmement fragiles qui sont protégées car la France adhère à cette convention internationale, qui donc ne concerne pas que la France. De même, vous avez une autre classification qui existe. Alors là, on change d'échelle, c'est à l'échelle de l'Union européenne. C'est la classification Natura 2000. Donc vous retrouvez ici les étoiles du drapeau européen, hein.
avec deux canards ou deux oies ou deux cygnes qui sont en train de s'envoler au-dessus des montagnes. Donc, vous avez un exemple de zone Natura 2000, hein, au large du Finistère, hein, notamment qui prend en compte l'archipel des Glénans. Donc, ce sont des zones, encore une fois, naturelles, mais qui sont classées d'un point de vue européen. Donc, c'est une organisation européenne qui classe et qui protège certaines zones au sein de cette convention Natura 2000. À l'échelle un peu plus locale, vous pouvez trouver des plans climat, air, énergie territoriale. Donc, comme il est vous indiqué ici, hein, l'objectif c'est d'essayer de réduire le changement climatique, hein, de réduire notamment le réchauffement climatique, de réduire également la consommation d'énergie. Donc ces plans se font à l'échelle d'un territoire, hein, donc ça peut être une métropole, comme par exemple ici, eh bien, la métropole de Limoges, hein. Donc ce projet est consultable. Je vous ai mis ici le lien sur lequel vous pouvez cliquer qui vous permettra d'accéder à l'agglomération de Limoges. Voyez, hein, il est très contemporain puisqu'on vous dit exprimez-vous jusqu'au 28 septembre 2020. Donc, les citoyens sont amenés à donner leur avis, hein, c'est bien indiqué ici en gros, hein, votre avis compte, pour indiquer certaines mesures qui pourraient être prises en compte justement pour limiter la consommation d'énergie, essayer de lutter contre le changement climatique, eh bien, à l'échelle de notre territoire, à l'échelle de la métropole de Limoges. Alors la France participe également aux accords sur le climat, hein. Vous avez certainement déjà entendu parler, j'en ai déjà parlé dans le cours, de la COP 21 qui a eu lieu en 2015 à Paris, hein. Donc, et puis vous êtes bien conscient que le changement climatique, c'est un phénomène global, un phénomène mondial. Donc il faut que les pays dans le monde, je vous l'ai déjà dit, collaborent. Et donc la France a signé ces accords qui donc entraînent des mesures, hein, qui doivent être prises pour limiter les gaz à effet de serre, par exemple, et accords qui, vous le savez, euh, avaient été contestés par le président Trump, qui vient de faire sortir les États-Unis de ces accords, alors que le nouveau président qui entrera en fonction en janvier, le président Biden, lui, au contraire, veut que les États-Unis reviennent dans cet accord, ce qui est quand même un signal plutôt positif dans la lutte contre le changement climatique. Donc, vous voyez que de nombreux projets, de nombreuses conventions sont mises en place au niveau national, mais surtout international, hein, mettant en œuvre une collaboration, hein, la nécessité aussi de travailler en réseau pour assurer ce qu'on appelle la transition écologique, hein, dont nous avons déjà parlé, hein, le fait de passer notamment d'une consommation d'énergie non renouvelable comme les hydrocarbures à des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, l'hydraulique. Et donc toutes ces mesures sont prises en compte évidemment pour protéger notre environnement, notre territoire et notre planète. Donc pour conclure sur ce chapitre, je vous ai mis deux cartes mentales, hein. C'est une autre façon de résumer le cours, hein, au lieu de le résumer par un texte. Ici, je vous l'ai mis sous forme de carte mentale, ce qui permet également de revoir les différents points qu'il faut connaître pour l'évaluation. Donc, le premier chapitre s'intitulait Risques et tensions sur les ressources. Donc, on a vu les sociétés face aux risques, hein. On a vu que les risques étaient de plus en plus accrus, hein, qui se multipliaient depuis 30 ans, du fait du changement climatique et du fait du développement technologique, hein. Plus les sociétés étaient technologiquement avancées, plus leur vulnérabilité finalement était grande, hein. Et on avait vu également que la vulnérabilité était inégale selon le niveau de développement. Évidemment, si vous étiez riche, vous étiez plus vulnérable économiquement, mais moins vulnérable humainement. Et si vous étiez pauvre, c'est l'inverse. Euh, on a pu voir que les ressources majeures étaient sous pression, hein, avec des ressources indispensables comme l'eau, l'énergie. On a vu leur répartition également qui était inégale. On a vu que la pression sur ces ressources était en croissance du fait de la croissance démographique, mais que cette seule croissance démographique n'expliquait pas tout, qu'il y avait aussi une forte croissance économique depuis les années 45 et que nos modes de vie également avaient changé et que nous avons des modes de vie de plus en plus consommateurs d'énergie. Euh, Nous avons vu que donc il était nécessaire d'aller vers ce qu'on appelle la transition écologique. Cette notion de transition, hein, qui est très importante dans le programme de seconde, hein, on parlera de la transition démographique un petit peu plus tard
quand on étudiera la démographie mondiale. Donc, pour aller vers la transition écologique, il faut mieux gérer les risques et il faut mieux préserver les ressources. Alors, mieux gérer les risques en permettant d'accroître la résilience, c'est-à-dire la capacité des sociétés à se relever après que le risque se soit manifesté, entre guillemets, qu'il soit réalisé, qu'il soit transformé en catastrophe. Et pour mieux gérer les risques, on essaye aussi de limiter la vulnérabilité eh bien, avec des politiques de prévention, de prévision, de gestion de la catastrophe qu'on a pu voir à travers le cours. Pour mieux préserver les ressources, eh bien, il faut développer les énergies renouvelables. Ça évitera donc de trop consommer les énergies non renouvelables et aussi davantage dégrader l'environnement. Et il faut développer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire de réduire la consommation énergétique, par exemple en isolant mieux les maisons, en développant un certain nombre de technologies qui permettront de réduire par exemple la consommation de carburant. Ça va être le cas des nouveaux moteurs dans les voitures qui consomment de moins en moins d'essence. Ça, c'était donc pour la première partie du cours qui s'intéressait aux sociétés face au risque. La deuxième partie, le chapitre 2, portait lui plus précisément sur les milieux en France. Donc, déjà, nous avons vu que la France possédait des milieux riches et valorisés, une grande variété de milieux, hein, donc de là, on a vu des plaines, des montagnes, des littoraux, un climat tempéré, bref, comme je vous avais dit, comme disaient les Allemands, heureux comme un Français en France. Donc une grande variété de milieux, une variété de climats, continental, méditerranéen, océanique dégradé, une variété de reliefs, un plaine, plateaux, littoraux, etc. Des milieux qui ont été valorisés par l'homme depuis très longtemps, hein, avec de multiples aménagements, hein, que ce soit dans le domaine agricole, hein, les cultures d'open field par exemple, ou le bocage, le vignoble en terrasse, en Alsace par exemple, dans les villes évidemment, hein, les aménagements urbains, et donc des milieux également dans lesquels on exploite les ressources évidemment, ressources que notre territoire possède et qui sont exploitées au sein de ces milieux. Ce sont des milieux fragiles et exposés, hein. Alors en France, il y a des risques naturels, évidemment. Alors on a vu qu'il y avait une différence entre la France métropolitaine, dans laquelle le risque naturel le plus fréquent, c'était le risque inondation, donc un risque climatique, alors que dans nos territoires ultramarins, il y avait de nombreux risques naturels, que ce soit des risques climatiques comme des cyclones, ou bien des risques lithosphériques comme des séismes ou des volcans. Ce sont des milieux fragiles et exposés notamment à la pollution, hein, donc ça c'est un phénomène assez global. Ce sont des milieux fragiles et exposés également à cause des risques technologiques, donc là ça va être par exemple les centrales nucléaires ou les sites classés Céveso, donc par exemple les sites chimiques qui lorsqu'ils ont un incident peuvent provoquer des pollutions comme l'usine Luminor près de Rouen. Et donc, ce sont aussi des milieux fragiles et exposés du fait du changement climatique qui risquent d'accroître ces risques. Donc, comme ces milieux sont fragiles et exposés, eh bien, il faut également mettre en œuvre des politiques pour protéger ces milieux il faut mettre en œuvre des politiques pour gérer les risques. Donc, on voit qu'il y a des acteurs nationaux qui agissent et des acteurs européens. Donc, ces acteurs nationaux, vous le savez, ce sont l'État puis les collectivités locales, hein, régions, départements, communes. Et puis, il y a des acteurs européens, on l'a vu lors de l'exemple, par exemple, de la protection de certains sites via la Convention Natura 2000. Il y a la mise en œuvre de politiques de prévention, de gestion des risques qui sont mises en place par l'État, hein, avec par exemple des exercices d'évacuation, d'entraînement pour réagir face à la réalisation d'un risque. Et puis on l'a vu, hein, la France protège de nombreuses parties de son territoire, hein, soit par des parcs naturels régionaux, soit par des parcs nationaux, soit par des parcs naturels marins, ou bien par la loi littorale, la France essaye de protéger son environnement afin de faire en sorte que celui-ci ne soit pas dégradé et que l'on puisse le transmettre à nos descendants de la meilleure façon qu'il soit. Voilà, ce cours de géographie est terminé. Nous allons donc pouvoir prévoir une évaluation que je verrai avec vous cette semaine. Je vous souhaite une bonne journée
Restez bien au chaud et n'hésitez pas à me poser de questions si besoin. Au revoir.